Chef, oui, chef, le titre du livre. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé, moi, plein d'humour, plein d'humeur aussi, et plein de tendresse aussi. Donc, pourrait-on dire que c'est un livre tendre? Oui, je crois que oui. Je tiens ça de la famille quelque part. Ma grand-mère surtout. Ma grand-mère a été, même dans les moments de grand doute, dans les grands hôtels, dans les palaces, la grand-mère a toujours été un point de repère pour moi, un point où j'allais me chercher en me disant, OK, est-ce que c'est la bonne affaire? Et là, je me disais, OK, qu'est-ce que la grand-mère, comment la grand-mère réagirait? Alors oui, il y a cette tendresse de la grand-mère, le grand-père, toute la famille quelque part. Puis c'est un monde d'artisans, alors un monde avec des clients tout autour. Le village était petit, tout le monde se connaissait. Il y avait une gentillesse naturelle qu'on retrouve dans ces petites bourgades quelque part. Au début, je savais pas que j'apprenais mon métier dès que j'étais né à sentir le pain de mon père, la marmite de ma grand-mère. C'est par la suite que j'ai senti que tout ce bonheur qu'on trouvait dans le pain, dans la marmite, m'avait imprégné. Puis finalement, j'en profitais, quoi. Et l'humour, pour moi, était une façon des fois de passer le message dans des grosses brigades où on pouvait facilement se perdre, dans des grosses machines où vous pouviez avoir 100, 120 personnes, des cuisiniers, les plongeurs autour de vous, et il était facile dans le volume de complètement s'égarer. Et donc, ça m'a évité peut-être de foncer dans des gros trous. Le sport a été aussi notre solution. Et Ok. alors voilà, Vous ça. pratiquez un sport? Beaucoup, oui, je cours tous les jours ou Ah, presque. ok, Et puis, d'accord. quand il fait beau, je rajoute le vélo. Quand il fait l'hiver, ben, j'ai mon snowboard, j'ai mes skis de Wow, fond. Et ça, c'est 5, 6 fois par semaine. J'arrête pas. Et ça wow. m'a vraiment sauvé. Ok, Ça m'a sauvé à pas prendre trop d'alcool dans ce monde où il y a de l'alcool, où il y a trop de nourriture, où il y a de la dope, où il y a des dépressions, où la pression est toujours présente. Mais ça m'a complètement sauvé. Ça m'a permis de faire une carrière et d'aller jusqu'au bout, puis de continuer à faire d'exercice, mais aussi à travailler. Pour moi, mais c'est pas du travail, c'est aussi du bonheur maintenant. Il n'y a pas de pression. Bien que mon agenda soit plein, mais ça, c'est une autre chose. vous décrivez les astuces que vous avez un jour utilisées pour tenter de découvrir la recette des soufflés d'omble chevalier, Ah oui, ça, c'est hein, poisson mémorable. d'eau douce. Mais Et c'est la vieille tradition où on donnait pas oui, ses recettes. c'est ça. Puis en fait, c'est une recette qui était jalousement gardée secrète par le chef d'un des endroits où vous avez travaillé. Oui, l'auberge du Père Bise, à C'est trois ça. étoiles de Ah, restaurant. ben oui, oui. Et après une véritable enquête digne de Sherlock Holmes, vous y arrivez, vous découvrez non seulement les proportions, mais aussi le tour de main pour réaliser la recette. Et vous vous Ah rendez oui. compte alors que même si la recette était exécutée à l'identique, il manque encore quelque chose, un je ne sais quoi. Alors, est-ce que cela voudrait donc dire qu'on ne peut reproduire exactement la recette de quelqu'un? Je prends souvent l'exemple de notre grand-mère, encore une fois, ou la grand-mère du Saguenay avec laquelle vous essayez de faire la même tourtière. C'est la meilleure tourtière au monde pour vous. Mais si vous prenez exactement la recette, vous arriverez jamais à la faire exactement pareil. Pourquoi? Oui, il y a un tour de main, mais il y a aussi une magie autour. Une magie qui fait que les potes sont pas pareils, le four est pas pareil, le feeling, j'allais dire, que vous avez devant votre four quand la quenelle, je prends l'exemple du texte, du récit que vous faites allusion, elle gonfle, et c'est ça va à la seconde presque, ok? Et ça, il est difficile de retrouver ça. C'est quelque part une magie. Et je suis sûr que vous avez une recette de vos parents, de votre mère ou de votre grand-mère qui va vous revenir à la tête et puis vous dites, ah oui, ça j'ai essayé, puis c'est jamais aussi bon que ce qu'elle faisait. C'est vrai. Et dans le fond, donc, ça veut dire que la machine ne pourra jamais remplacer l'homme dans les arts. Ouais, c'est un peu le résultat, c'est la finale finalement de ce récit en disant, ouais, ok, j'ai fait le Sherlock Holmes, j'ai la recette exacte, le chef, je l'ai eu par derrière, mais en fait, oui, j'ai la recette, mais c'est plus que ça. La cuisine, c'est plus qu'une recette, c'est ça que je dis finalement. Ok. Outre les anecdotes de votre livre, Chef, oui, chef, vous comptez, avec une très jolie plume d'ailleurs, vous donnez aussi les tours de main de recettes. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais comme tout bon cuisinier,
sans en donner les mesures précises. Oui. Pourquoi donc les chefs ne donnent-ils pas les mesures, contrairement aux pâtissiers? D'abord, la pâtisserie, si vous ne donnez pas les mesures, les températures, vous êtes faites. Hein. Je veux dire, ça montera pas, ça cuira mal, et puis ça fera du béton, comme on dit dans notre jargon. La cuisine a quelque chose de, encore une fois, le feeling des choses. Et quand vous demandez, je reviens toujours à ma grand-mère, vous allez me trouver ennuyeux, mais quand vous demandez la recette ma grand-mère faisait un filet de bœuf avec des patates autour dans le fond. Okay. Comment elle faisait? Elle va jamais vous donner de portion, elle va jamais vous donner de quantité. Ben, tu fais ça, puis quelle température? Ben, tu vas voir, mets ta main dans le four, puis combien de ça tu fais? Ben, tu vois, tu en mets 2-3 poignées. Ça dépend de la grosseur de tes poignets, mais bon, ça c'est autre chose. Et si j'ai mentionné dans quelques récits, j'ai raconté des recettes, c'est pour dire encore une fois que allez-y avec le feeling, sentez la matière, sentez. C'est comme ça qu'on faisait dans ma génération, et c'est encore comme ça qu'on fait pour des grands chefs. C'est quelque chose qui est naturel. Vous sentez, vous avez jamais le même poisson, vous avez jamais la même grosseur de pièces de viande. Le poulet, il est pas toujours de la même grosseur aussi. Ça prend des quantités qui sont différentes. Puis ça se calcule pas. Ça calcule pas pour moi. Et je me souviens, la grande difficulté quand j'ai essayé d'écrire mon premier livre de cuisine, c'était mettre des proportions. Je trouvais que ça avait pas d'allure. Bien sûr, avec l'habitude, on finit par le faire, mais c'est, encore une fois, sentir la matière, sentir ce qu'on a dans nous, ce qu'on a au bout des doigts, et puis la recette va être meilleure, je crois. On on rejoint la magie, là. Oui. Vous dites aussi à la page 88 du livre Chef oui chef qu'il faut répéter les gestes longuement jusqu'à les intégrer suffisamment pour pouvoir les exécuter les yeux fermés. Il me semble que c'est pareil dans le fond pour toute chose, qu'il s'agisse d'un travail manuel, d'un art, même d'un sport. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui est important. C'est le sens de l'effort qui fait que, à force de le faire, de le refaire, que vous arrivez à la perfection, non seulement du geste, mais de la qualité de ce que vous faites. Encore une fois, on a le talent qu'on a, mais je pense que le talent est presque secondaire si vous n'avez pas le travail qui est derrière. Sans le travail, sans se répéter, sans remettre tout en cause des fois et refaire. Encore une fois, je reprends le terme, le sens de l'effort. La valeur de l'effort et la valeur du travail. C'est ce qu'on m'a inculqué quand j'étais très jeune. C'est la seule façon qui vous amène à un résultat qui est presque la perfection. On n'atteint jamais la perfection, mais presque quelque chose qui est parfait. Oui. Dans votre livre, Chef oui chef, dans un kibbutz en Israël, vous parlez d'une dame aux yeux azur qui a reçu le legs culinaire en héritage de sa mère, qui elle-même l'a reçu de sa propre mère. Oui. Qu'en est-il pour vous? Oui, c'est la même chose. Oui, absolument. Moi, j'ai eu un héritage extraordinaire. Imaginez, vous naissez entre la business d'une grand-mère qui a la boulangerie, puis l'autre business qui a la boulangerie. Derrière ça, il y avait un grand-père qui avait un grand jardin. Je raconte l'histoire du cochon aussi. Il y avait des poules, des lapins. Vous grandissez où il y a des vaches tout autour. Vous allez chercher votre lait à 2 pas. Il y avait 3-4 fermes où on pouvait aller chercher son lait, son beurre, sa crème. Et je nais dans un milieu qui est extraordinaire. Vous ne le savez pas. Il n'y avait pas de richesse au point de vue monnaie, mais il y avait une grande richesse au point de vue connaissance de la matière première. Et ça, c'était fabuleux. Moi, je reviens sur l'histoire du cochon où je sais comment il est fait le cochon. Je savais quand le grand-père il allait chercher le charcutier puis qu'on allait tuer le cochon, que la grand-mère arrivait avec sa bassine parce qu'on allait égorger le cochon pour mieux faire le boudin ou la fraissure comme on l'appelle en Vendée. J'avais ça sous les yeux à l'âge de 4, 5, 6 ans. La grand-mère voulait pas que je regarde ça parce qu'évidemment des fois, le grand-père, il ratait la tête du cochon, mais il y avait quelque chose d'authentique. C'était quelque chose de vrai. On le fabriquait pas. On voyait comment ça se faisait. Ça sortait pas d'une usine. Tout ce qu'il y avait autour de moi, je voyais comment on le faisait. Il y avait le compost dans le coin du jardin. Et puis le pain, j'ai vu combien de fois mon père
avec le meunier, jouer à l'intérieur de la farine, tâter la farine du bout des doigts pour sentir la finesse, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, il y a assez de gluten, blablabla. C'était merveilleux. Je veux dire, le levain, je savais exactement ce que c'était le levain. Quand je suis arrivé au Canada, que j'ai vu tout ce pain carré, oh mon Dieu, quelle catastrophe, ok. Mais aujourd'hui, c'est fabuleux, cette synergie qui s'est installée entre tous les artisans et les chefs, qui nous a amené tous ces produits du terroir. Et puis, les boulangers, il y en a dans chaque quartier de la province maintenant. C'est fabuleux. Est-ce que ce ne sont pas plutôt, je dirais, des incitatifs qui vous ont orienté vers cette profession de cuisinier et puis de chef par la suite? Parce que vous avez quand même fait l'école hôtelière de Saumur, dans laquelle vous êtes sorti meilleur apprenti de France, faut le savoir. Donc, dans le fond, l'héritage, vous l'avez reçu aussi dans votre formation hôtelière. Oui, ma mère, à 13 ans, on nous demandait dans ce temps-là qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard. À 13 ans, imaginez. Et puis, moi, j'avais mes oncles qui étaient maçons. Ça, moi, c'était un métier où je me salissais les mains, ça me convenait pas trop. Et pourquoi la cuisine? Pourquoi pas la cuisine? C'est ce que je connaissais autour de moi. Okay, non, mais ça salit aussi, c'est salissant, la cuisine. Oui, mais il n'y avait pas la même, comment dirais-je, on savait les mains, je sais pas. Je voyais mes oncles qui avaient les mains rudes, dures. Et je trouvais qu'il y avait, c'était pas moi tout à fait. Et j'étais pas très costaud non plus, ça aidait. Est-ce que cet environnement que vous avez eu la chance d'avoir quand vous étiez plus petit, plus jeune, par la suite vous êtes sorti donc formé par une école hôtelière, est-ce que dans votre cheminement professionnel par la suite, il y a eu toujours cette influence est restée quand même? Ah oui, toujours. Oui, tout à fait. Oui. On ne dit jamais assez qu'on a besoin de base. Il y a des cuisiniers qui pensent que pas parce qu'ils peuvent imiter telle ou telle recette ou tel chef ou qu'ils sont devenus les champions d'une émission de télévision, qu'ils connaissent tous sans connaître les bases. Comment? Ok, je veux dire, il faut des bases et ces bases, vous en avez besoin. Et si les bases sont d'abord familiales et après sont d'une bonne école hôtelière, mon Dieu, alléluia. J'étais pas très bon à l'école, je dois dire. Il fallait que je travaille beaucoup plus que tous les autres pour avoir des notes moyennes, si bien que le sens de l'effort, heureusement que je l'avais eu un peu plus jeune parce que sinon j'aurais pas passé à travers. Mais dès que je mettais les pieds dans la cuisine, là, ça allait mieux. Là. Okay. Vous avez quand même fini premier à sortir de l'école quand même. Oui, tout à fait. Mais là, c'était de la technique, c'était de la cuisine. Okay. On nous demandait pas de faire de l'algèbre, okay, ni de faire des dictées. J'étais catastrophique en français. Puis pour parler du livre que vous avez entre les mains, ça a été tellement difficile pour moi. Écrire un livre de recettes, là, j'en ai écrit quoi, 10, 11 avant, c'est une mécanique, une recette. Mais un livre comme celui-là, là, il m'a fallu vraiment, c'est plate de dire ça, mais il m'a fallu un confinement complet où je pouvais même pas aller prendre mon café là sur l'avenue Cartier à Québec et de pas savoir où sortir. En plus, vous avez lu la dernière histoire, ok? J'ai fait un aller-retour en Inde. Oui, magnifique. Et je reviens. En plein confinement. En disant, je peux pas faire ça, là, je suis en confinement. Puis moi, en confinement, je tourne comme un ours dans une cage, il faut faire quelque chose. Et cette idée était déjà là depuis un moment. Mais c'est là que j'ai senti qu'il fallait faire ça, que ça. Et dès que j'ai commencé à écrire la première phrase, le premier paragraphe, je suis devenu un bulldozer dedans, là. Ah oui. Ah oui, je suis comme ça. Je suis devenu un bulldozer, j'ai pas vu le jour. Je commençais à 6h, 6h30 le matin, puis j'arrêtais pas jusqu'à midi où là, je commençais à exploser et où j'avais plus rien dans ma tête. J'allais faire mon jogging. Au début, je prenais mes skis de fond, j'allais sur les plaines d'Abraham. Et puis, dans l'après-midi, je pouvais corriger, préparer la job pour le lendemain, plutôt mes textes pour le lendemain. Puis ça durait 3 mois, 4 mois, voilà. Ouais, c'est beau, en tout cas, le résultat est là. Pour terminer, plus loin dans le livre, vous parlez d'un jardinier qui habite près de l'île d'Orléans. En fin de carrière, à Charlevoix, aux éboulements. Ouais. Et en fin de carrière, en fait, il se souciait de savoir si quelqu'un allait continuer son entreprise pour laquelle il avait mis beaucoup d'efforts. Oui, tout à fait. Et en fin de compte, on apprend dans votre livre que c'est sa fille qui va assurer la continuité pour son plus grand bonheur d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu à un moment ou à un autre ce genre de préoccupation? Pour moi personnellement, oui. La réponse est non, parce que la dernière business, les 20 dernières années sont passées au Château Frontenac. Si bien que la question, elle se posait même pas. J'étais un employé.
parmi tant d'autres, si bien que j'avais rien à transmettre. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas il y avait pas de clientèle en tant que telle. Ok, je travaillais le Château Frontenac, oui, c'est une grosse identité, c'est une grosse bâtisse, mais ça appartient à une compagnie. Alors, il n'y a jamais eu ça. Et j'ai eu qu'une fille, une fille unique, et elle s'est dirigée du côté de la médecine et puis à l'échiro, et c'est fabuleux. Non, il n'y a pas eu ce défi-là Non. en soi. Mais vous avez fait de la formation quand même. Pardon? Vous avez donné des cours, non? Vous n'avez pas fait de la Ouais, oui, formation? oui, beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré. À vrai dire, j'ai donné beaucoup de cours pour les adultes au Château Frontenac. Et là, maintenant, je dis, OK, les adultes, c'est fini. Puis je donne des cours pour les enfants, les adolescents. Et ça me convient mieux, oui. Ok. Ben, écoutez, chef Jean Soulard, je vous remercie infiniment pour cette entrevue qui est très Merci. instructive. Puis je recommande vraiment la lecture de ce livre parce que moi et même mon épouse me demandait sans arrêt quand est-ce que tu l'as fini parce qu'elle voulait le lire. En fait, elle l'avait ouvert, elle avait lu un chapitre et après elle m'a cassé les pieds pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir le lire. Ouais, Voilà. Donc, ouais, j'apprécie ce commentaire, Monsieur voilà. Debert, vraiment.